Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors vous reconnaissez le décor si vous avez vu cette vidéo-là. Je me suis mis au même endroit parce que comme c'est un peu la canicule, eh bien il fait un peu chaud. Donc là en altitude avec un peu de vent et puis on entend les oiseaux, tout va bien. Il n'y a pas de bruit autour, c'est vraiment silencieux, c'est vraiment superbe. Alors une vidéo un peu spéciale aujourd'hui pour la bonne raison, c'est que déjà on est au mois de juillet, on est en vacances, tout le monde est en vacances. Donc on va faire une vidéo un peu spéciale. Il y a quelques temps, je vous avais proposé en fait d'envoyer vos questions en vidéo directement à cette adresse mail ici, de manière à ce que je puisse y répondre. Alors évidemment, des questions sur la photo, la place de l'homme dans l'univers ou sur la physique quantique, on y verra un petit peu plus tard. Si vous voulez revenir sur les théories de Kant, on fera une vidéo spécifique pour ça. Mais sinon, sur la photo, et je vous ai promis que toutes les vidéos auront une réponse. Donc aujourd'hui, je commence à répondre déjà aux vidéos. On y va, c'est parti. Alors d'habitude, le générique, je le lance comme ça parce que, mais là c'est vide. Vous voyez, je vais me casser la gueule si jamais je fais ça. Donc je l'ai placé de ce côté-là, le générique. On y va, let's go, c'est parti. Bonjour Benoît. Salut Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume. Bonjour. Bonjour Benoît. Salut! Une vidéo un peu spéciale, je vous disais aujourd'hui en intro. Alors, je vous rappelle le principe, toujours pareil, il est très simple. Vous m'envoyez vos questions en vidéo. Je sais, se mettre devant la caméra, c'est pas forcément évident. Je sais de quoi je parle puisque j'ai mis du temps. Si vous regardez les premières vidéos de cette chaîne, vous verrez que je n'apparais pas. La première fois où j'apparais, je suis coupé là. On me voit pas, on voit que les mains. C'est quand j'ai fait le snoot, en fait, pour les flash Cobra. Donc, c'est pas évident de vous mettre devant. Certains, comme Sébastien, qui passera en premier là, m'a dit oui, j'ai une tête d'ethnie sur la vidéo, mais c'est pas grave Sébastien, t'en fais pas, ça c'est l'impression que toi tu as dessus, il n'y a pas de souci, moi c'est pareil. Tu peux pas être pire que moi, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Dites-vous que voilà, vous avez un exemple devant vous qui est pas un top modèle, donc du coup si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Alors comment faire? Eh bien, vous prenez ce qui vous filme. La plupart des gens qui suivent mes vidéos, qui regardent mon blog, j'avais fait un petit test comme ça pour savoir, en fait, pour connaître un peu les gens qui avaient sur mon blog. La plupart d'entre vous, plus de 80% avaient un réflexe. Maintenant les réflexes filment, profitez-en, ça fait des super vidéos. La lumière en ce moment, on n'en manque pas, donc voilà, profitez-en. Mettez-vous à l'ombre, ça fait des plus belles lumières, parce que vous voyez là j'ai le visage un peu cramé de ce côté-là plus que là. Et puis en fait, filmez-vous, ça dure 20 secondes, 1 minute à peu près, moins d'1 minute on va dire en général. Le but c'est que vous posez votre question. Alors je vous ai, vous pouvez prendre un réflexe, vous pouvez prendre un petit compact pour filmer, vous pouvez prendre votre téléphone. Alors si vous prenez votre téléphone, juste un petit truc, c'est que ne filmez pas dans ce sens-là, au niveau vertical, filmez-le en version horizontale. Pourquoi? Ça permettra d'avoir une vidéo plus longue comme ça, ce sera mieux. Après, qu'elle soit de travers, qu'elle soit de côté, qu'elle soit à moitié jaune et tout, ne vous en faites pas pour ça, je m'en occuperai, il n'y a pas de souci. Postez vos vidéos à cette adresse mail-là et puis c'est tout. Alors, comment faire? Vous avez filmé votre truc, donc par une webcam, votre réflexe, votre compact, votre petite caméra, ce que vous vouliez, je disais tout à l'heure. Et comment la poster? Beaucoup ont utilisé, c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais beaucoup ont utilisé Google Movie qui permet en fait de poster des vidéos privées ou publiques et vous les mettez par exemple en non référencé. Du coup, il n'y a que ceux qui reçoivent l'URL qui peuvent les voir, qui savent qu'elles existent. Donc vous m'envoyez ensuite l'URL à cette adresse mail-là et moi j'irai la télécharger, ne vous en faites pas. Donc l'avantage de ça, c'est que ce soit du coup en movie, que ce soit en MPEG, que ce soit en AVI, que ce soit en flash ou n'importe quoi, je le téléchargerai, je le mettrai dans la vidéo, ne vous en faites pas, ça pour ça je me débrouille. Le format c'est pareil, ne vous embêtez pas, il n'y a pas de souci. Donc le principe, envoyez-moi une petite vidéo, je vous disais moins d'1 minute en général, vous me posez votre question et puis j'y réponds derrière et j'ai promis et je le ferai. Toutes les questions qui sont posées par vidéo, j'y répondrai. Alors j'ai reçu d'autres questions aussi par écrit, c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps d'y répondre, j'y répondrai alors soit dans une vidéo, soit du coup ça me donnera des idées pour des prochains tutos et dans ces cas je citerai le nom de la personne qui m'aura donné l'idée pour le prochain tuto. Alors, les vidéos, on va y répondre. Donc, alors, au début, je m'étais dit, je vais répondre dans l'ordre chronologique où elles arrivent. Et puis, en fait, beaucoup d'entre vous m'avaient posé des questions sur à peu près le même sujet. Visiblement, il y a un sujet bien particulier qui vous intéresse et que je vais sans doute développer du coup dans les prochains tutos parce qu'apparemment, vous avez des questions et pas mal de questions là-dessus. Donc, je vais quand même commencer par le tout premier qui m'a envoyé une vidéo pour la bonne raison, c'est qu'il me l'a envoyé, lui, donc j'avais lancé l'idée en mois d'avril, il me l'a envoyé le 8 avril et que la vidéo suivante, la deuxième vidéo, est arrivée le 25 juin. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée marche entre les deux. Le pauvre Sébastien a cru que j'allais jamais lui répondre puisque c'est lui. Non, Sébastien, j'avais promis, je répondrai et donc tu passes en premier aujourd'hui. On y va, let's go, c'est parti.
Bonjour Benoît, bonjour à la communauté de deviens photographe. Donc je me présente, Sébastien, je suis de Dunkerque, photographe amateur, et j'ai fait l'acquisition d'un diffuseur, donc le Garifong, que Benoît connaît très bien. Et je voudrais savoir justement Benoît, si un jour tu comptes nous faire un tutoriel sur ce diffuseur. En te remerciant d'avance, et à très bientôt. Merci pour ta question Sébastien. Alors par rapport au mail qu'on a échangé où tu disais ouais je suis pas très bien sur la vidéo, ne t'en fais pas, si vous êtes pire que moi ça va être dur, donc il n'y a pas de souci, vous en faites pas pour ça. Alors Sébastien, effectivement c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, le Garifong c'est quelque chose que j'utilise du moment où j'utilise mes flashs Cobra, je les ai automatiquement dessus. Je vous montre ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Alors, le Garifong, c'est quelque chose comme ça que l'on peut mettre dessus. Alors, le nom, c'est Garifong, comme ça s'écrit. C'est en fait tout simplement le nom du créateur. Si vous voulez aller voir, tapez Garifong sur YouTube, il a sa chaîne pour vous expliquer, c'est des trucs pas mal. Alors, comment ça marche? C'est très simple, c'est quelque chose, c'est un modeler qu'on met sur nos flash Cobra pour fonctionner. Évidemment, j'adore cet outil-là, j'en ai testé beaucoup et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que sur toutes les photos, sur beaucoup de photos que vous pouvez voir sur mes sites, sur mes blogs et tout ça, eh bien, il y a l'utilisation du Garifong quand je suis avec le flash Cobra, évidemment. C'est quelque chose de génial, il suffit de le mettre dessus et ça fonctionne dans tous les sens, que vous soyez en position Cobra, que vous soyez en position relevée, ça fonctionne dans tous les sens, il suffit de pousser un tout petit peu plus le flash, parce que comme il est un petit peu épais, évidemment, ça bouffe un petit peu la lumière, mais c'est pas énorme, c'est du style 0,3 ou 0,1, 1 tiers d'IL ou 2 tiers d'IL et ça suffit amplement. Très souvent, ce qui va vous manquer, c'est pas vraiment le fonctionnement du flash avec le Garifong. Ce qui va vous manquer très souvent, c'est l'utilisation du flash et de l'appareil photo. C'est une question récurrente qui est venue dans beaucoup de vos questions là que j'ai eues. Alors, une question qui est venue dans vos questions, c'est pas très français. Donc, c'est une question qui est venue très souvent dans vos vidéos et effectivement, c'est utiliser le flash et le Garifong. Alors, je vais en voir plusieurs utilisations quand même. Pour la bonne raison, vous avez le blanc comme ça qui est à moitié translucide, qui est vraiment très bien. Dessus, on peut y mettre un embout blanc comme ça ici. Donc ça, je vais l'utiliser par exemple quand il fait gris, quand il fait beau, genre de choses. L'embout blanc. Si par exemple, je suis par contre... Ah, je vais me casser la figure. Si par contre je suis sous les arbres, donc avec une dominante verte, surtout quand on est en été, il y a une dominante verte qui va apparaître forcément puisque ça change la couleur quand ça passe à travers les feuilles. Je vais utiliser en fait celui-ci qui est jaune. Pour la bonne raison, c'est que pour neutraliser une couleur, il faut avoir sa couleur complémentaire. Et donc du coup, en mettant ça, vous allez neutraliser pas mal la dominante verte que vous pouvez avoir quand vous êtes sous les arbres. Autre chose, ça en fait, ça peut vous servir quand vous voulez régler votre balance des blancs. Par exemple, c'est un truc tout bête. Prenez votre appareil photo, vous avez votre objectif comme ça, vous le collez mais vraiment contre votre objectif au bout. Faites de manière à avoir, c'est la lumière, hein, la lumière passe à travers, il n'y a pas de souci, mais vous faites de manière à avoir assez de lumière dedans, de manière à être zéro au niveau de la compensation d'exposition. Et du coup, vous prenez votre photo et ça peut vous aider pour faire votre balance des blancs personnalisée, ça c'est vraiment pas mal. Le gris comme ça, en fait, c'est pareil, il laisse passer un petit peu de lumière. Et donc, en fait, le principe, c'est que ça, c'est du gris à 18%. C'est-à-dire que si vous êtes avec votre compensation d'exposition avec du coup le gris comme ça, que vous arrivez à 0 là-dessus, c'est que vous avez une lumière à 0, on va dire, sur l'environnement qui, j'allais dire sur votre environnement qui vous entoure, mais c'est normal, l'environnement vous entoure. Je vous disais, vous mettez ça au bout de votre objectif, pareil, et vous pouvez régler votre lumière, et ici votre balance des blancs, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc promis, Sébastien, c'est une vidéo que je vais faire sur le Garifong. Du coup, je m'engage à te la faire avant septembre. Ça te va, pendant les vacances? Alors, le Garifong est quelque chose de vraiment bien. Faites attention, il y a des copies, mais comme on dit toujours, la copie n'égale jamais la réalité. C'est quelque chose qui est breveté. La personne qui a fait ça, Garifong, qui a fait ça, en fait, est un ingénieur donc au niveau de la lumière et il a créé quelque chose de breveté dessus. Donc, il y a une certaine diffusion. C'est un modeler, hein, comme on appelle ça, qui permet d'avoir une certaine diffusion au niveau de la lumière. Donc, faites attention. Les copies, franchement, c'est pas le même résultat. J'en ai déjà vu. J'ai des potes à moi qui en ont acheté et franchement, voilà, c'est pas le meilleur résultat. Alors, j'ai pas d'action chez eux. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou voilà une vidéo de pub cachée. J'ai pas d'action chez eux, mais franchement, c'est vraiment l'outil que moi j'utilise tout le temps. Donc j'ai mes flash Cobra, c'est vraiment le modeler que j'adore. Il donne une couleur de peau vraiment magnifique par rapport à ce que j'ai pu voir à droite, à gauche. Sinon, voilà, donc il tient bien. Alors avant, il fallait vérifier en fait la largeur ici de l'extrémité de votre appareil photo. Maintenant, vous voyez, c'est un petit velcro qui se serre autour. Donc du coup, c'est le même pour tout le monde. Il n'y a pas besoin. Donc si demain vous changez de flash et que c'est plus large ou plus serré, ben, vous n'aurez pas besoin de changer votre Garifong. Une fois plié, vous voyez, ça fait ça. Ça prend aucune place dans le sac. C'est vraiment pas mal. Et puis du coup, c'est solide. On peut le jeter dans notre sac comme ça. Alors ça atterrit dans mon sac, hein, je vous rassure, qui est juste à côté. Mais donc on peut le tomber comme ça.
Alors, je suis en train de glisser. Alors, il y a aussi un Garifong noir qui permet de faire passer la lumière comme ça. Je l'ai acheté aussi et du coup, ben, je vais vous faire voir. J'ai plusieurs flashs, j'ai plusieurs Garifong aussi, de manière à avoir un sur plusieurs flashs. Et je vous ferai voir, on va essayer de trouver un endroit sympa de manière à faire une séance photo où on mettra en exergue l'utilisation du Garifong à côté et ce que ça amènera vraiment à côté. Ok, donc promis Sébastien, je te ferai une vidéo là-dessus et puis bah, qui sait, je mettrai peut-être ta vidéo je réutiliserai ta vidéo, on va dire, au début du prochain tuto pour répondre. Peut-être que tu feras l'intro d'un tuto. Alors voilà, je sais que Sébastien, j'ai pas répondu totalement à ta question, je t'ai surtout pas montré comment ça marche, mais promis, je t'ai pas montré comment ça marche, mais je suis en train de me dire que je suis en train de répéter mes mots alors que je répète pas mes mots, ça va pas aujourd'hui. Donc Sébastien, promis, j'ai pas répondu vraiment à ta question aujourd'hui, je vous ai juste montré ce que c'était, c'est pas un article sponsorisé, je vous promets, je gagne zéro si vous en achetez. Il y a le lien sur mon blog, vous regardez, il y a toujours un article pour chaque vidéo, il y a un article sur le blog. Allez voir, l'URL est juste en dessous, il y a le lien sur l'article pour en acheter si jamais vous en voulez. C'est un bon achat, c'est quelque chose qui va vous durer longtemps et puis en plus c'est solide, ça se plie dans tous les sens. Moi quand on m'a volé mon ancien sac, je vous renvoie vers la vidéo de décembre où j'explique, de janvier du mois où j'explique que je me suis fait voler mon sac et j'ai dû changer tout le matos. Il y avait un Garifong déjà, c'était l'ancienne version, il se plie pas de la même façon et il avait déjà 7 ou 8 ans et franchement il n'avait pas bougé, il était toujours aussi bien. Donc voilà. Alors voilà, Sébastien, promis, je m'engage à te faire une vidéo entre juillet et août pour te montrer comment fonctionne le Garifong. Mais plutôt, pourquoi je ne l'ai pas fait aujourd'hui, c'est plutôt te montrer ça en 5 minutes vite fait comme ça, voilà, ça se met au bout de l'appareil, clac clac, t'as vu, ça fait un truc. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser une séance photo avec une modèle et puis bah, du coup on va utiliser le Garifong pour vous faire voir ce que ça donne et puis à la limite pourquoi pas tirer de cette séance photo plusieurs tutoriels comme par exemple comment diriger votre modèle ou ce genre de choses. Ok, merci Sébastien en tout cas pour ta question, ça m'a fait une idée sur un prochain tutoriel et promis je m'engage à te le faire pour la bonne raison, c'est que déjà t'es le premier qui m'a répondu, je te dis au mois d'avril, le 8 avril, hein, la vidéo qui a suivi après c'était au mois de juin, donc je ferai une vidéo sur le Garifong, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Donc on passe à la prochaine question. Alors la prochaine question c'est Thomas qui me l'a posée. Bah écoute Thomas, pose la question, on t'écoute. Bonjour Benoît, donc moi c'est Thomas. Donc ma question serait de savoir comment faire des bonnes photos flash et également avec l'effet stroboscopique. Donc si vous pourriez répondre à cette question dans un prochain tuto, j'en serais plus que ravi et je vous dis à bientôt sur des prochains tutos. Au revoir. Merci Thomas pour ta question. Alors c'est quelque chose d'important, la question tourne, il y a beaucoup de vos vidéos qui tournent là-dessus, c'est les photos au flash. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu spécifique, maintenant c'est pas très compliqué. Ce que je vois dans les stages que je dispense, puisqu'on en parle dans la suite de l'expérience, dans le stage suite de l'expérience qui est un stage de 9 heures, on en parle dans les stages de nuit, on en parle dans le stage portrait évidemment, comment prendre la photo au flash. Alors bien souvent ce que je vois sur les photos au flash, c'est des photos ce que j'appelle saison d'hiver. Pour la bonne raison, c'est que du coup c'est éclairé devant mais pas derrière. Par exemple, ça correspond à la question que m'a posée aussi Florian. Bonjour, alors déjà un grand merci pour vos tutos qui sont super bien faits et on y apprend vraiment pas mal de choses. Alors moi j'ai une petite question, c'est que j'aimerais faire des portraits de nuit en gardant la lumière du fond par lumière de la ville par exemple et de trouver une solution pour éclairer en même temps mon sujet, mon modèle sans devoir passer par une pause longue. Donc voilà. En vous remerciant. Effectivement, Florian, avoir des belles photos de nuit avec un flash, c'est important. Alors, pour revenir à la question de Thomas, sur la question prendre des belles photos correctement. Déjà, il va falloir régler votre appareil photo et votre flash ensemble. Alors, encore une fois, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais promis, du coup, ces deux sujets-là, vraiment, ça tourne autour du flash, puisque juste avant, on avait une question sur le Garifong, mais là, c'est pareil. Du coup, sur le flash, ici, je vais y répondre je vais faire une ou deux vidéos, on va dire, pendant les vacances, et du coup, je vais voir pour faire une formation à la limite en ligne, bien plus longue du coup pour la rentrée. On va voir si j'ai le temps. Si j'ai pas le temps, je préfère attendre un tout petit peu parce que j'ai prévu d'autres formations pour la rentrée. Mais si j'ai pas le temps, je préfère attendre un tout petit peu plutôt que vous fournir un travail bâclé. Vous me connaissez là-dessus, je préfère voilà, une fois que ça c'est prêt, je le fais, mais tant que c'est pas prêt, je le fais pas. Alors, première question, la photo, on va dire au flash comme ça en pleine journée. Alors la photo au flash, ben le truc c'est ça, c'est que bien souvent les gens ne comprennent pas qu'il faut régler et votre flash, mais aussi votre appareil photo. C'est un couple en fait, appareil photo, flash, les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas faire comme beaucoup font,
je mets mon flash dessus, pouf, je déclenche et puis voilà. Alors, j'avais fait un tuto il y a quelques temps, mais c'est un tuto écrit, c'est pas un tuto vidéo sur le flash et plus exactement sur le premier, deuxième rideau et qu'est-ce que ça apportait. Déjà, vous pouvez aller le voir, l'URL est dans la description ici. Puisque pour chaque vidéo, normalement, vous avez un blog, vous avez du moins un article, mais il est vrai aussi que pour des fois, il y a des articles qui ne sont pas en vidéo. Donc là, c'est un vieil article qui existe depuis pas mal de temps, je ne sais plus la date exacte, et donc le truc, c'est ça, c'est que vous pouvez aller le voir, donc je parle du premier, deuxième rideau et tout ça derrière. Pour le flash, en plein jour, effectivement, très souvent, on va utiliser un flash. Beaucoup de gens n'ont pas l'habitude, mais par exemple, sur beaucoup de mes photos, vous avez pu voir, il y a un flash, vous vous en rendez pas compte, mais il y a un flash. Le flash sert à déboucher les ombres normalement, il ne sert pas à éclairer. Et alors, je voulais quand même aborder un principe dont tu parles dans ta vidéo, c'est le stroboscopique. Alors le stroboscopique, il faut savoir qu'on ne peut le faire qu'avec des flashs Cobra, c'est-à-dire des gros flashs qui peuvent fournir. Ça c'est pareil, on parlera du coup du flash, je pense que je vais construire ça en plusieurs vidéos parce qu'il faudra d'abord qu'on parle des différents flashs qu'il y a des différentes marques pour vous faire voir. Parce que là j'ai un Canon, mais il y en a des beaucoup moins chers qui sont tout aussi puissants dessus. Donc le truc c'est ça, c'est que il faut régler votre flash donc pour le stroboscopique seulement avec des flashs Cobra. Vous ne pourrez pas le faire avec un flash interne. Pourquoi? Parce qu'en fait, un flash stroboscopique, le but c'est d'envoyer plusieurs flashs, jusqu'à 12, 13, 20 flashs en une seconde. Résultat des opérations, les flashs qui sont intégrés déjà sur nos appareils photo sont pas très puissants. Il faut savoir que du moment où vous allez monter à 2 flashs, vous allez perdre déjà la moitié de la puissance. Par exemple sur celui-ci. C'est très simple à régler. Vous appuyez sur, là je suis sur le 580EX2 de chez Canon, donc j'appuie simplement sur la touche mode jusqu'à temps que j'arrive à multi. À multi en fait ça va me permettre d'envoyer, comme son nom l'indique, plusieurs flashs en une seconde. Du coup la première fois que j'appuie en fait je vais pouvoir régler la fréquence. La deuxième fois je vais pouvoir régler le nombre de flashs que je veux dans la seconde. Et la troisième, en fait, c'est la puissance. Si jamais je vais, par exemple, à un quart de la puissance de ce flash-là, d'accord, ben, je m'aperçois que le nombre de flashs que je peux envoyer dans la seconde est seulement de 2 et pas plus. Si jamais, par contre, à l'inverse, je diminue énormément la puissance du flash, donc c'est simple, je suis à 1/128e, là, ici, eh bien, au niveau du nombre de flashs que je vais avoir en une seconde, c'est 40 ici. Donc, ça monte énormément. Le seul truc, c'est que du coup, ça fait des tout petits flashs. Donc, voilà, il va falloir comprendre aussi la puissance du flash et tout. Alors ce que je vous propose, c'est ça, c'est de monter un dossier, on va dire flash, où je vais faire plusieurs vidéos là-dessus. Déjà, présentation des flashs. Ensuite, lumière dure, lumière douce, ça vous l'avez déjà dans cette vidéo-là ici. Déjà, regardez cette vidéo-là, c'est important si vous voulez savoir faire de la photo au flash. Ensuite, après, je vous expliquerai, une fois qu'on a ça, comment se servir d'un flash simple. Et on verra pour des sujets stroboscopiques. Après, il faut que je trouve soit un sujet intéressant, en tout cas, un danseur, un mec qui fait du roller, enfin quelque chose qui bouge. Pour faire ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et ça fait quoi en stroboscopique? C'est qu'on va envoyer plusieurs flashs en une seconde. Par exemple, là, je l'ai réglé à 40 en une seconde, ça fait ça. Voilà, il vient d'envoyer 40 flashs en une seconde. Alors, je ne sais pas si vous les avez tous vus. Pour la bonne raison, c'est qu'ici, je suis à 50 photos par seconde. Donc, je ne sais pas si vous les avez tous vus. On va diminuer un petit peu, histoire de vous faire voir avec de la puissance. Mais on va diminuer un peu ici le nombre de flashs. Je vais diminuer à 10, par exemple, ici. Et donc, ça fait ça, en fait, par seconde. Vous voyez, donc ici, il a envoyé 10 flashs. C'est quelque chose qui va très vite. À côté, si je fais évidemment 4 flashs ici, donc ça fait ça. Par contre, c'est ça. Plus je vais envoyer un nombre de flashs important pendant les secondes, et plus du coup, il va falloir que je diminue la puissance. Alors, c'est pour ça qu'il faut que je fasse un dossier là-dessus, parce que du coup, il faut comprendre tout ça, comment fonctionne la puissance du flash et tout ça. Je vous renvoie vers un autre article qui est lui aussi écrit, qui n'est pas vidéo. J'avais fait un article sur équipez-vous au studio, soit avec des flashs, soit avec des lumières continues. Et entre autres, allez voir dessus, il y a un tableau intéressant, je trouve moi, qui est justement la correspondance entre la puissance du flash et la puissance en lumière continue. Pourquoi? Parce que le flash envoie entre 1 millième et ça varie entre 250 et 4000 au niveau de la vitesse, même 8000 pour certains. Et du coup, il va envoyer la puissance totale en 1/8 millième de seconde, par exemple. Là où la photo, il va lui falloir, ou la lumière continue, excusez-moi, il va lui falloir 1 seconde pour faire la même puissance. En gros, avec la même puissance, si par exemple j'ai dû 500 watts au départ, en fait, en ampoule, ce sera, si j'envoie ça en 1/8 millième de seconde, ce sera 8000 fois moins puissant que le flash. Il faudra que j'ai une lumière 8000 fois 8 plus puissante pour pouvoir prendre ma photo à la même vitesse. Donc voilà. Alors, je vous ai dit, je vous expliquerai ça, promis, du coup, c'est un des prochains sujets, puisqu'apparemment, ça vous intéresse vraiment beaucoup, la photo au flash, et je comprends. Alors Thomas, Fabien, promis, je ferai un tuto là-dessus. Fabien, tu m'as parlé de la photo de nuit au flash. Alors, est-ce que tu peux avoir un temps de pause plus court pour éclairer ton sujet sans perdre pour autant la lumière qu'il y a derrière? La réponse est non.
tu ne peux pas. Pourquoi? Ben en fait, parce que tout simplement, c'est pour ça que je vous disais, il faut comprendre comment fonctionne le flash et l'appareil photo. Votre appareil photo est fait pour capter l'arrière-plan, c'est-à-dire la lumière d'arrière-plan. Le flash, lui, ne va capter que la lumière de premier plan. Entre autres, il faut savoir que la puissance du flash diminue au carré à chaque fois que je double la distance. Vous avez compris? Non? En fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis à 1 mètre, admettons, je prends 16 unités de lumière, on va dire ça comme ça, hein, c'est complètement hypothétique, mais on va dire 16 unités de lumière. Si je suis à 1 mètre, si je suis à 2 mètres, j'en prends plus que 4. Si je double encore la distance, c'est-à-dire à 4 mètres, j'en prends plus que 1. Vous voyez que ça diminue très très vite. Donc en fait, le flash n'est pas fait pour éclairer l'arrière-plan. Du coup, si tu veux faire des photos de nuit avec la lumière d'arrière-plan derrière, tu n'as pas d'autre choix que soit de monter tes ISO, soit d'avoir un temps de pause long, mais tu peux pas faire autrement. Alors un temps de pause long, on peut avoir maintenant des 1 seconde, 2 secondes, on peut avoir plus. Ça dépend aussi de là où vous êtes. Mais effectivement, si vous avez un truc très sombre derrière, ça va être très très dur d'avoir le tout. Très souvent, on va utiliser par exemple le flash au moment du coucher de soleil pour avoir un beau coucher de soleil derrière le sujet sans que le sujet soit trop sombre devant. Donc voilà, donc ça c'est un sujet qui apparemment vous inquiète beaucoup, Thomas, Fabien. Donc du coup, je vous ferai des vidéos là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci, promis, je vous ferai des vidéos sur le flash, c'est prévu du coup pour cet été. Et je vous disais, je vais voir si en septembre, je peux sortir une vidéo beaucoup plus complète, une formation beaucoup plus complète sur le flash en ligne, parmi les formations en ligne, qui va durer sans doute comme la précédente, entre 5 et 6 heures pour vraiment vous expliquer tout, différents plans de lumière, différents plans à côté. Et du coup, j'en viens à la question qui vient après sur le studio. Alors, la question qui vient après m'a été posée par Guillaume. À toi Guillaume, je te laisse faire. Bonjour, moi je m'appelle Guillaume, je suis participant au projet 52 et membre de la communauté Deviens photographe depuis 1 an et demi. En tout cas, je tenais à remercier aujourd'hui devant la caméra Benoît qui m'a beaucoup fait progresser et qui, par le biais du projet 52, m'a obligé à faire des photos et de belles photos. Voilà. Ma question est relativement simple, elle concerne l'offre de cours sur internet. Savoir si il était prévu de faire d'autres cours du type apprendre à maîtriser son flash par exemple, puisqu'on en avait parlé sur le live, et donc je voulais savoir si c'était possible même avec la concurrence actuelle, parce que j'aimerais bien que ce soit disponible en permanence et pas juste à certains moments. Donc le système de passer en mode manuel, c'est super sympa. La deuxième partie, c'est savoir si, comme moi l'objectif c'est de faire du studio, si le cours présentiel sur Paris, les premiers pas en studio, il était prévu de mettre des dates ou pas. Parce que je me suis équipé et même avec un petit peu de matériel, des flashs, un bol beauté maison, des lampes comme vous voyez, pas vraiment mais qui sont là, et des fonds de studio, je suis pas encore à faire ce que je veux. Voilà, donc j'aimerais bien apprendre à gérer vraiment les lumières et à faire des beaux noirs et blancs contrastés, des beaux studios. Bon, peut-être pas à la hardcore, mais quand même. Voilà. En tout cas, merci pour la réponse. Bonne journée, faites des belles photos. Salut! Alors merci Guillaume pour ta fidélité déjà, et puis merci aussi de participer autant sur la communauté Projet 52, et puis j'ai vu, t-shirt super cool, ça va. Donc le truc c'est que le Projet 52, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, alors sur chaque vidéo, vous avez en fait sous la vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube, une URL qui vous renvoie vers l'article du blog. Dessus j'ai mis justement le lien pour le projet 52. Projet 52, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant 2 ans sur Deviens photographe. Et donc le principe, c'est que tous les vendredis, je propose en fait un thème et vous avez jusqu'au dimanche de la semaine d'après, c'est-à-dire 10 jours pour poster votre photo sur ce thème-là. Il n'y a pas de photo gagnante, il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas de j'ai fait mieux que les autres. Non, non, c'est beaucoup de participation. Guillaume pourrait vous en témoigner. C'est qu'en fait, voilà, du moment que quelqu'un fait une photo et qu'il dit, bah tiens, j'ai fait ça de cette façon-là, les autres lui posent du moins les questions, comment tu as fait, et il répond derrière. Si jamais c'est pas le cas, moi je surveille quand même derrière. C'est vrai que je suis pas très présent du tout cette année. Je suis pas présent du tout d'ailleurs cette année sur ce truc-là, mais je réponds quand même derrière, ou je demande à la personne de répondre, mais il y a beaucoup de participation. Vous n'êtes pas obligé de participer chaque semaine, c'est pas parce que vous êtes inscrit, vous participez quand vous voulez, chacun a son planning, mais le but c'est juste de vous entraîner. En fait, je l'ai créé là-dessus parce que des gens me disaient mais comment je fais pour m'entraîner, comment je peux trouver des sujets? Ben voilà, vous avez des sujets sur le projet 52, c'est aussi simple. Allez voir, j'ai fait une petite description dans l'article et vous avez l'URL dessus.
Guillaume, pour continuer sur tes questions, alors sur les stages, effectivement, sur le stage studio, ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, c'est une organisation assez lourde à faire pour la bonne raison, c'est qu'il y a des intervenants, j'ai une petite maquilleuse qui vient, j'ai des modèles qui viennent, et l'autre principe aussi, c'est que c'est plus cher que les autres stages pour la bonne raison, c'est que je ne peux pas mettre 8 personnes comme je fais pour les autres stages, puisque en fait, contrairement aux autres stages où chacun peut shooter, même pour les stages portraits en extérieur, tout le monde peut shooter en même temps, là le truc c'est que tout le monde ne shoot que un par un. On peut pas faire shooter plusieurs derrière. Donc tout ça fait que c'est plus cher déjà et généralement je l'organise sur 2 jours. C'est-à-dire que la première journée c'est le studio, on explique le matériel, ce que c'est, que les modeleurs, comment s'en servir et à quoi ils servent, chaque modeleur est différent. Ensuite après c'est la petite maquilleuse qui vient et on explique ensemble comment on fait pour travailler ensemble. Ensuite après il y a les modèles qui viennent l'après-midi et du coup on shoot l'après-midi, on peut finir tard puisque les studios finissent en général à minuit. Donc on peut finir tard si jamais les gens sont d'accord pour rester. Le seul truc c'est ça, c'est que du coup chacun peut shooter chacun son tour. Donc du coup il faut plus de temps pour voir ça derrière en fait à côté. Du coup voilà, le lendemain en fait en plus c'est on trie les photos sur Lightroom, Photoshop, on trie les photos, on travaille les photos de manière à finaliser le book. Alors du coup les gens peuvent venir soit seulement pendant la journée studio, c'est-à-dire la première journée, soit du coup la deuxième journée, c'est-à-dire pour travailler Photoshop et Lightroom. C'est quelque chose qui est assez lourd en organisation, c'est vrai que j'en fais un peu moins, mais je vais voir pour les organiser. Et pourquoi à Paris? Pas forcément. Je vais voir si c'est soit à Paris, soit dans le sud, ailleurs. Je sais que j'en ai qui m'ont demandé à Lyon, à Marseille et tout ça, donc déjà coucou à vous. Mais voilà, pourquoi pas, oui, ou dans le nord d'ailleurs aussi. Mais pourquoi pas, oui, ailleurs qu'à Paris. Déjà, ça coûtera sans doute moins cher. Parce que vous me connaissez là-dessus, j'essaie toujours de faire le moins cher possible. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus d'organisation, c'est des intervenants qui viennent aussi de l'extérieur, donc forcément ces gens-là sont payés, c'est tout à fait logique. Donc ça coûte un petit peu plus cher. Mais effectivement, je vais voir pour essayer d'en remettre. Si maintenant tu me dis que tu es inscrit à la newsletter, t'en fais pas, tu seras dans les premiers à le savoir. Donc oui, promis, je vais essayer d'en remettre, oui. Alors oui aussi, il y aura des tutos du coup en ligne. Je vais faire ça puisque c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé pour le flash. Alors la concurrence, je sais pas si on peut dire concurrent, chacun fait son truc à soi. Je sais que d'autres photographes le font, oui, mais ça pose pas de problème. Moi je le ferai à ma façon comme d'habitude. Donc le truc c'est ça, c'est que je ferai sans doute une formation en ligne, mais beaucoup plus complète. Non seulement le flash, comment monter un mini studio à la maison. Alors j'avais fait un article. J'avais fait une lettre au Père Noël il y a 2 ans, c'est le 21 novembre, recherché il y a 2 ans, ça doit être 2013 du moins ou 2014, je sais plus, mais le 21 novembre, le lien sera dans l'article, de toute façon vous regardez en dessous. Il sera dans l'article où j'avais répondu à une personne, puisque moi j'étais parti en délire comme un petit Papa Noël, enfin la lettre pour le Père Noël, et une personne avait me posé la question du coup comment faire pour avoir un mini studio à la maison. J'avais répondu avec 3 flash Cobra, avec des parapluies tout ça, et on peut s'en tirer pour moins de 300 €, enfin pour 300 € on va dire, on peut faire un mini studio à la maison avec 3 flash Cobra on va dire dessus, des trépieds, ce genre de choses. Donc ça c'est quelque chose, pourquoi pas l'aborder et puis le faire en fait, faire voir en fait à côté, faire une vidéo là-dessus, faire une formation là-dessus, oui pourquoi pas. Alors tu m'as dit que tu t'es équipé, par contre tu m'as pas dit exactement ce que tu avais comme tu avais acheté. Si tu veux me l'envoyer par mail, envoie-le moi et puis je te dirai ce que j'en pense. De toute façon, il n'y a pas de problème derrière. Le truc c'est que faut voir du coup quel type de photo tu veux faire. Alors tu parles Harcourt. Harcourt, faut savoir que c'est pas au flash. Harcourt, c'est de la lumière continue. Alors tu dis que tu es filmé justement avec ta lumière continue, alors peut-être ça que tu as pris. Après, c'est les modeleurs. Effectivement, c'est une technique un peu spécifique. J'ai écrit il y a très longtemps sur Dream Photo Studio, qui est mon activité en tant que photographe, un article sur la photo Harcourt et j'avais mis des photos de moi, faites par moi, parce que de moi ça n'a aucun intérêt, mais faites par moi lors d'une séance photo. Je ne fais pas de Harcourt, attention à côté, j'aime bien travailler avec la lumière, mais voilà, c'est le genre de photos que j'aime beaucoup faire à côté. Le style Harcourt est vraiment un style spécifique, il faut être formé pour ça. Vous pouvez vous former dessus, par contre le stage c'est vrai vaut très cher, mais vous pouvez être formé au pire des cas et faire suivre un cours là-dessus. Par contre, si vous allez au studio Harcourt, franchement pour faire un cours, soyez équipé avec un bon réflexe et puis surtout connaissez déjà toutes les bases parce que si vous y allez en tant que débutant vous allez rien capter et ce serait dommage parce que vu le prix que ça coûte ce serait vraiment dommage de pas en ressortir avec le meilleur. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui fait beaucoup. Alors pourquoi pas faire comme les autres, c'est-à-dire que déjà 1 ou 2 cours là-dessus et puis à la limite prendre un studio comme je prends l'habitude et vous faire voir à la limite pourquoi pas travailler avec et vous filmer ça en fait, vous faire voir comment on travaille ensemble en studio. Effectivement, il y aura une formation, alors peut-être pas pour septembre, je disais je vais essayer pour septembre mais ça va être chaud, on va dire plutôt octobre ou novembre dans ces cas-là sur le flash, oui pourquoi pas.
Donc oui, je vais essayer de refaire un workshop pour le studio et voir une formation en ligne, oui, à la limite au flash, pourquoi pas, ça c'était prévu. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément dans les priorités et cette année, je suis vraiment booké avec beaucoup de photos de pub, de trucs comme ça aussi que je fais à côté puisque ma formation, c'est pas que de la formation que je fais, c'est aussi des photos à côté. Et donc, c'est vrai que cette année, je suis un peu booké, mais je vais essayer de vous faire ça promis assez rapidement. Encore une fois, ce ne sera en live et surtout sur Internet que lorsque ce sera finalisé et prêt. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question et puis promis à tous ceux que j'ai vus jusqu'ici, puisque vos questions c'était autour du flash beaucoup, eh bien je vais vous faire des tutos au flash déjà sur YouTube d'ici la fin août. Ok, promis. Alors la prochaine vidéo est une question de Guy. À toi Guy. Salut Benoît, je m'appelle Guy, je vis en Guadeloupe et en fait je voudrais te poser une question. En fait j'ai acheté une carte de balance de blanc, donc il y a du noir, du blanc et du gris. Et je ne sais pas comment ça marche. Alors est-ce qu'il faut que je mette ma balance des blancs sur automatique, prendre en photo, après sous Lightroom cliquer sur la carte, ou s'il faut imposer une balance des blancs et après cliquer, qu'est-ce que je choisis, le noir, le blanc ou le gris? Je ne sais pas. Alors déjà, merci Guy de nous envoyer un peu de soleil de ta Guadeloupe, c'est super sympa. Alors, à quoi sert la carte balance des blancs? Tu as acheté, donc tu as un noir, un gris à 18% et un blanc. Le but, c'est que ce sont des cartes qui sont pas éditées n'importe comment. Elles sont normalement neutres, elles n'ont aucune dominance de couleur. Alors, je vous disais, les chartes d'étalonnage en fait sont vraiment faites d'une façon très rigoureuse. N'achetez pas ça n'importe où. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'assez reconnu. Alors, je peux vous donner des petites références que moi j'utilise et où j'ai déjà utilisé qui sont vraiment pas mal. Par exemple, je peux vous donner, je les ai notés là parce que moi et le nom c'est terrible. J'ai la Truecolor de Squada qui est vraiment pas mal. Elle donne quelque chose d'assez bien. Puis en plus, il y a plusieurs tailles, dont la plus petite, elle est à peu près grande comme une carte de crédit. Donc c'est pas mal parce que vous pouvez la mettre n'importe où dans votre sac et vous l'aurez tout le temps avec. Il y a la RefCard 5 qui est de CMP Color qui est vraiment pas mal. Elle est un petit peu plus chère. La première est aux alentours de 20 €. La deuxième là est aux alentours de 35 € à peu près. Ensuite après il y a la Spider Cube. Donc ça c'est quelque chose d'un peu plus spécial. Il y a aussi dessus, il y a 4 trucs. Il y a le blanc, le noir, le noir absolu en fait derrière et le gris à 18%. Donc en gros ça nous permet de tout régler. Ça va nous permettre de régler quoi? Alors du coup pour répondre à ta question Guy, premier truc. La première chose avec le gris tu vas pouvoir régler la balance des blancs. Tu prends une photo témoin où tu as donc ton gris, ton blanc et ton noir dessus. Ensuite, après, ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas faire l'étalonnage sur ton logiciel, je sais pas ce que tu utilises, Lightroom, DxO, Photoshop ou Camera Raw si tu préfères, dessus, eh bien, il faut savoir que si vous avez Photoshop Element, vous avez Camera Raw, hein, même si vous n'avez pas Lightroom. Et le module de développement Lightroom est le même que Camera Raw. Donc, si vous avez Camera Raw, vous pouvez avoir la même chose que Lightroom. Donc, du coup, en fait, avec la petite pipette balance des blancs, tu vas cliquer sur le gris, sur la plaquette grise, ce qui fait que tu vas régler ta balance des blancs. Contrairement à ce que les gens pensent, le gris n'est pas une non-couleur. Le blanc et le noir sont des non-couleurs, mais le gris contient toutes les couleurs. Donc du coup, on peut le faire en cliquant avec la petite pipette de balance des blancs sur le blanc, hein, ou sur un mur blanc, ou quelque chose de blanc. Mais sur le gris à 18%, vous aurez un meilleur résultat, d'accord? Du coup, normalement, si tu regardes bien en cliquant dessus, quand tu vas cliquer dessus, tu vas voir les réglages en fait sur ta pipette. Tu vas voir en même temps les chiffres en fait de la hauteur à laquelle il va régler le RVB, rouge, vert et bleu. Tu verras que normalement ils sont tous à la même hauteur. C'est-à-dire que là, dans ces cas-là, ta balance des blancs est bien réglée. Sur le gris à 18%, tout doit être à la même hauteur. Donc tu peux commencer par ça. Ensuite, une fois que tu as réglé ta balance des blancs, tu vas prendre l'outil étalonnage des couleurs. Alors ça, voilà, je vous renvoie vers votre logiciel, mais par exemple sur Lightroom ou Camera Raw, c'est ça. Et ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur un blanc, sur la plaquette blanche. Le but, ce serait d'avoir tes valeurs non pas à 255 de manière à les avoir cramées, mais 245, on va dire, tu descends de 10-15 à peu près. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas jouer avec ta luminosité ou ta dosette de haute lumière pour les descendre ou l'augmenter pour arriver à peu près à une valeur de 245 en cliquant sur le blanc. Tu vas faire ensuite la même chose sur le noir pour aller chercher le noir. Du coup, tu vas descendre, alors au lieu de descendre à 0, en général, moi je suis plutôt de l'ordre de 15-20 à peu près pour avoir le noir dessus, d'accord? C'est-à-dire en gros, je vais avoir vraiment le blanc, le noir et du coup le gris, lui, pour la couleur, d'accord? Pour la balance des blancs, alors que le noir et le blanc sont vraiment l'étalonnage pour le blanc et le noir. On peut avoir aussi, comme par exemple la cube, là, je vous disais tout à l'heure, le nom exact c'est la Spider Cube, voilà. On peut avoir une partie avec le noir absolu et dans ces cas-là, on va pouvoir régler le noir absolu
Tout simplement, par exemple sur Lightroom, au-dessus de l'histogramme, vous avez deux petites dosettes au-dessus de, par exemple Camera Raw, vous l'avez, DxO je connais moins, mais vous cliquez en fait sur la flèche qui est en haut à gauche de l'histogramme et du moment que vous touchez à gauche, il va vous faire apparaître en fait les parties bleues en bleu, en fait les parties bouchées. Derrière, ben, c'est ça, aller chercher le noir absolu. Donc en gros, sur la cube là, en fait, il y a une petite partie qui est vraiment faite pour le noir absolu. C'est un trou en fait qui est dans le cube exprès, du coup qui est beaucoup plus sombre. Et le but c'est de le faire apparaître justement avec le noir absolu. Voilà comment on s'en sert. On va dire le gris pour ta balance des blancs, le blanc pour aller chercher le blanc et le noir bah, du coup pour aller chercher les parties noires derrière. Donc le blanc tu le mets à 245 à peu près et le noir tu le mets dans entre 15 et 25 on va dire selon ce que tu aimes toi. Par contre ce qu'il faut c'est bien calibrer aussi votre écran, faites attention à ça. Donc attention, quand vous cliquez avec votre pipette ça passe pas par l'écran, hein, il regarde directement depuis la photo en fait, c'est juste des trucs mathématiques. Donc voilà comment on se sert de ces trois trucs là, j'espère t'avoir aidé là-dessus. Donc c'est simple, hein, tu cliques sur le gris une fois que tu fais ta photo témoin, ensuite tu synchronises toutes tes photos avec, c'est très simple, hein, sur Lightroom par exemple, tu fais copier les métadonnées depuis la photo que tu viens de calibrer et tu le recopies sur toutes les photos de la série qui correspondent à la même lumière derrière. Pour ta balance des blancs, pour le gris, et je vous dis le blanc et le noir pour aller chercher le blanc et le noir absolu. Donc tu prends la pipette de balance des blancs pour le gris en fait pour faire dessus et la pipette en fait de paramétrage des couleurs. Alors ça dépend un peu du logiciel que tu utilises pour en fait aller chercher le noir et le blanc absolu. Le but c'est de se rapprocher de ça. Sinon en fait tu peux prendre une photo avec le gris, blanc et noir en fait identique et normalement ton histogramme doit te donner 3 pics comme ça, 1, 2, 3 puisque tu as forcément le blanc, le gris et le noir en fait derrière. Alors si je me mets par rapport à vous, tu as le blanc, le gris et le noir à côté. Et donc le principe c'est ça, c'est que tu fais de manière à ce que ton histogramme soit bien équilibré entre le blanc, le noir et le gris. Le gris doit être au milieu, le blanc doit être plus sur la partie droite de l'histogramme et le noir sur la partie gauche de l'histogramme. Alors pour finir, Guy, évidemment, le truc c'est que il faut que tu sois en RAW, c'est le mieux, hein, évidemment. En RAW, tu pourras refaire évidemment ta couleur dessus. Alors je reviendrai sans doute là-dessus aussi, je ferai aussi un tuto plus détaillé là-dessus. Déjà, je vais faire un test de plusieurs chartes de gris et tout ça, puisque apparemment ça en intéresse aussi d'autres à côté. Donc faire une charte de gris, et puis comment s'en servir après en post-traitement, évidemment, plus détaillé que ça, mais parce qu'on a des dominantes de couleurs, et on a aussi, voilà, on n'a pas que ça à voir, il y a pas mal de choses à voir, donc je serai obligé de faire un tuto aussi là-dessus. Mais merci Guy pour ta question, en tout cas ça me fait penser à un nouveau tuto aussi. J'espère en tout cas t'avoir aidé sur le gris, le blanc et le noir, déjà comment les utiliser en post-traitement. Mais toujours pareil, en RAW, ce sera bien mieux. Évidemment, en JPEG, pour rattraper, c'est mort. Je vous renvoie vers ce tutoriel-là où j'ai prouvé ce que je dis là. Mais en tutoriel, c'est mort. Même si certains vous disent qu'en JPEG, on peut changer autant la balance des blancs qu'en RAW, c'est des conneries. On ne peut pas. Alors qu'en RAW, on peut tout remodifier. Allez voir cette vidéo-là, je le montre hein, quand je suis et je règle correctement mon appareil photo au début en RAW et en JPEG, j'ai le même résultat. Par contre, quand je vais à l'opposé, puisque je suis dans une rue qui est à 2700 degrés Kelvin et que je mets mon appareil photo à 10 000 degrés Kelvin, quand je suis en RAW, j'ai toujours la même photo, peu importe comment je le règle au départ. Alors qu'en JPEG, quand je suis à 10 000 degrés Kelvin au lieu d'être à 2007, eh ben, le truc c'est qu'au lieu d'avoir des murs blancs, j'ai des murs violets à la fin. Donc c'est impossible de corriger ça correctement. Et entre autres, dans cette vidéo-là, je montre du coup comment utiliser déjà un peu la charte de gris à côté. Donc voilà Guy, j'espère t'avoir aidé là-dessus, mais effectivement, le RAW bien plus que le JPEG déjà, et je te dis, le gris pour la charte pour la couleur, la balance des blancs, je vais y arriver, et le blanc et le noir en fait pour aller chercher le blanc et le noir absolu en fait à côté, pour que tes photos ne soient ni cramées, ni bouchées. Alors, la question d'après nous vient de Christophe. Bonsoir Benoît, je me présente, Christophe. Hop. Attends Christophe, je te remets à l'endroit. Ça c'est la version que tu m'as envoyée, je te remets à l'endroit. Bonsoir Benoît, je me présente, Christophe de Strasbourg. Je vous envoie ma question depuis le camion d'où je vous suis, donc sur le téléphone ou sur l'ordinateur portable dès que je trouve un réseau Wi-Fi public. Ma question risque d'être peut-être un peu légère ou bête pour certaines personnes qui s'y connaissent déjà beaucoup. Donc en fait, ce serait afin de comprendre l'histogramme d'une photo qui se trouve derrière, bien le comprendre, ou ce qu'il signifie et comment s'en servir au mieux, si c'est important pour la photo. Je vous remercie, à bientôt.
Merci Christophe pour ta question. Alors le truc tout bête, hein, mettez plutôt votre portable en format horizontal que vertical quand vous filmez avec, de manière à avoir plutôt un format horizontal, c'est mieux. Alors Christophe, il n'y a pas de questions stupides. C'est ce que j'arrête pas de répéter pendant mes cours. Il n'y a pas de questions stupides. Ce qui est stupide, c'est de rester bloqué sur quelque chose parce qu'on n'ose pas poser la question. Donc non, 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 il n'y a pas de questions stupides, bien au contraire. Alors à quoi sert l'histogramme? J'ai déjà fait un article là-dessus. Alors encore une fois, regardez sous la vidéo, si vous êtes sur YouTube, il y a l'article du blog. Et dans l'article du blog, j'ai mis le lien vers ce tutoriel-là. Il est écrit ce tutoriel-là. Et oui, une fois de plus, il n'y a pas que des tutoriels vidéo. Du coup, il est écrit celui-là où j'explique comment se servir d'un histogramme. C'est pas très compliqué. L'avantage de l'histogramme, c'est que c'est quelque chose de mathématique, donc quelque chose de fiable. Il faut savoir que nos écrans à l'arrière de nos APN ne sont pas les plus fiables. Par exemple, sur mes 5D, ils ont inventé un nouveau truc, c'est de mettre une cellule qui va capter la lumière ambiante et qui va du coup éclairer ou assombrir mon écran selon du coup s'il fait clair ou sombre. Si je suis dans un endroit sombre, il va mettre mon écran plutôt sombre. Si je suis dans un endroit clair, il va suréclairer, je suis pas sûr que ce soit français. Il va augmenter la lumière de mon écran, du coup derrière, je ne sais plus à quoi ressemble ma photo. Du coup, à chaque fois que je prends mes photos, et ça, tous ceux qui me voient lors des stages et tout ça peuvent en témoigner, c'est que j'ai toujours mon histogramme d'affiché derrière. C'est ce qui est fiable, c'est ce qui est le plus fiable. En plus, chez Canon, il suffit d'appuyer sur le loop et du coup, je vois la photo sans l'histogramme. Je rappuie sur le loop en sens inverse, c'est-à-dire en moins, et dans ces cas, je revois l'histogramme avec les détails apparaître à côté. Donc j'ai toujours mon histogramme d'affiché. Alors comment le lire? À gauche, tu as les tons foncés. Peu importe où ils sont sur ta photo, c'est les tons foncés de ta photo. À droite, c'est les tons clairs. Il faut savoir qu'une photo est divisée en 5 niveaux de luminosité. On va dire 3 pour le très clair, enfin on va dire c'est 3 pour le très clair et 2 pour le sombre. On va dire que pour le très clair, on a très clair, clair et normal. Et pour le sombre, on a le sombre et très sombre. D'accord? D'ailleurs, si tu es chez Canon, tu verras que ton histogramme est divisé en 5 parties. Si tu es chez Nikon, il est divisé en 4 parties. Évidemment, toujours pareil, si je suis en RAW, je récupère toujours plus qu'en JPEG, mais ça, je le répète à tous les cours et c'est à chaque fois la même chose, d'accord? Donc en RAW, je récupérais toujours. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les différentes couleurs, par exemple, si on prend le JPEG, il va y avoir 256 couches d'informations par couleur pour nous indiquer, du coup, telle luminosité, où est-ce qu'elle est, et où est-ce qu'elle en est. Et donc le truc, c'est qu'elles sont réparties en 5 couches de luminosité. Donc le principe, c'est que j'en ai 9 fois plus dans les tons clairs que dans les tons foncés. Si tu dois choisir, il vaut mieux que tu cales ton histogramme à droite qu'à gauche. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que ta courbe soit plus vers la droite que vers la gauche. Si jamais tu n'as pas le choix, évidemment, la meilleure exposition est toujours la meilleure. Ça, nous sommes d'accord pour les geeks qui viendraient dire en dessous « Oui, mais le mieux, c'est de poser c'est d'avoir la bonne luminosité. » Oui, on est bien d'accord là-dessus. Mais si on n'a pas le choix, si jamais vous n'avez pas le choix, il vaut mieux caler votre histogramme à droite qu'à gauche. C'est-à-dire, en gros, il vaut mieux surexposer un tout petit peu que sous-exposer. Et oui, il y a 9 fois plus d'informations dans les tons clairs que dans les tons foncés. Si bien que si je cale mon histogramme à droite, ça veut dire tout simplement que je vais risquer d'avoir des parties un peu plus claires que des parties sombres. Cramer une partie de la photo, c'est quoi? Cramer une partie, ça veut dire qu'en gros, je perds des informations dans les parties claires. Boucher une photo, ça veut dire que je perds des informations dans les parties sombres. Vaut-il mieux en perdre là où j'en ai 9 fois plus ou là où j'en ai 9 fois moins? Alors certains vont rétorquer derrière, ils ont raison, oui, mais l'œil humain déjà voit plus clair voit les lumières plus claires que les lumières sombres. Et puis en plus, nos appareils photo ont plus de mal à capter les hautes lumières que les basses lumières. On est tout à fait d'accord avec ça. Le mieux, c'est évidemment d'avoir la meilleure lumière possible. Mais si vous n'avez pas le choix, calez à droite, je vous promets, c'est bien mieux, vous pourrez récupérer bien plus. Si vous voulez en être convaincu, c'est très simple. Allez voir cette vidéo-là où je le montre. J'en ai fait exprès de ne pas monter mes ISO au départ et regardez ce que ça fait quand je surexpose. Par contre, sous-exposer, je l'ai fait dans cette vidéo-là et vous allez voir que je peux aller très loin puisqu'au départ le carrousel est complètement blanc cramé et je peux récupérer. Donc pour répondre à ta question, en fait, voilà, l'histogramme, en fait, le mieux c'est d'avoir, si par exemple tu prends un paysage, le mieux ce serait d'avoir un histogramme large. Pourquoi large? Ça veut dire que tu as des parties sombres à gauche de ton histogramme et jusqu'aux parties droites de ton histogramme. Si c'est large, ça veut dire qu'en gros tu as du contraste sur ta photo, du sombre et du clair, et c'est ça qui va faire le volume. Et effectivement, dans un truc de paysage, on va plutôt chercher du volume. Alors certains vont dire il y a l'histogramme idéal, c'est la bosse comme ça avec justement sa cale à gauche et à droite. C'est pas vrai. Le mieux c'est évidemment d'éviter de toucher à gauche et à droite. Si tu touches à gauche, ça veut dire que tu auras des parties sombres où tu vas perdre des informations. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple le t-shirt noir, tu vas avoir juste un truc noir, tu verras plus les plis. Si tu touches à droite, à l'inverse, ça veut dire qu'en gros, tu vas perdre des informations dans les parties claires. Par exemple, la robe de la mariée en plein soleil, si jamais je touche trop, au lieu d'avoir les plis de la robe de la mariée, j'ai plus qu'une surface blanche. Donc ça, c'est pas bon. Mais c'est pas forcément, l'histogramme idéal n'existe pas pour moi. Si je prends une plaine avec le ciel au-dessus, que la plaine est un peu sombre, je vais avoir deux bosses comme cette photo-là. C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir la première bosse à gauche, c'est la plaine, et la première bosse à droite, c'est le ciel. La hauteur des bosses, en fait, c'est la quantité d'informations que j'ai pour cette luminance-là. C'est-à-dire, en gros, cette luminosité-là. C'est-à-dire que le ciel est à peu près tous à la même luminosité, ce qui fait que ça fait une bosse. Et le bas est pratiquement toujours à la même luminosité, ce qui fait que j'ai ici une bosse aussi à gauche. Alors, si tu veux aller voir comment corriger ça, c'est très simple. J'ai fait un tuto sur cette vidéo-là, comment récupérer vos photos de vacances. Et tu y vas et tu regardes du coup ce que ça donnait.
Ensuite, après, l'histogramme. Par exemple, l'histogramme d'un contre-jour. Un contre-jour, tu vas avoir beaucoup de sombre et beaucoup de clair. Tu vas pas avoir entre les deux. Du coup, ça représente un U comme ça. Si jamais tu prends un histogramme d'un clair-obscur, le but du clair-obscur, c'est d'avoir la partie plus claire de ma photo au centre de mon histogramme et tout le reste à gauche, puisqu'en fait, je vais aller jusqu'à faire disparaître les choses noires. En fait, vont disparaître dans le noir absolu. Donc, du coup, en fait, mon histogramme d'un clair-obscur, c'est plutôt foncé comme ça. Un Aiki, c'est l'inverse. Aiki, c'est le fait d'avoir tout pratiquement blanc, mais pas cramé. C'est-à-dire que tu dois être borderline à droite, mais tu ne dois pas y toucher. D'accord? Donc voilà comment on lit un histogramme. En fait, l'histogramme, c'est simple. Ce qui est à gauche, c'est les tons clairs. Ce qui est à droite, c'est ce qui est à gauche, du moins, c'est les tons foncés, excusez-moi, de ta photo. Et à droite, ce qui est les tons clairs de ta photo. Très souvent, le premier test que je fais faire aux gens qui viennent faire suite d'une expérience, c'est sur les 9 heures. C'est en gros, la première photo que je leur fais faire, c'est justement l'histogramme. Et donc, je leur fais faire une photo simple. Je leur dis, voilà, c'est un paysage, prenez la photo. Et très souvent, ils s'aperçoivent que leur histogramme est calé à gauche. C'est-à-dire qu'en gros, ça touche à gauche, mais qu'à droite, il n'y a rien. Et donc, on s'aperçoit que la photo est trop sombre, elle est trop terne. Donc, le mieux, c'est d'essayer d'être le plus possible au centre si tu peux. Et si jamais tu dois choisir, parce que malheureusement, ça touche des deux côtés, là, ça veut dire que tu as une scène très contrastée. Par exemple, quelqu'un qui est dos à une fenêtre, tu auras forcément touché des deux côtés. Son visage serait très sombre, à gauche, et par contre, l'arrière-plan sera à droite, complètement cramé. Donc, du coup, tu auras un U comme ça. Le truc, c'est ça. C'est que, en gros, le but, c'est d'avoir le plus équilibré possible selon la photo que tu veux faire. À gauche, les tons sombres, à droite, les tons clairs. Je te renvoie vers l'article là et promis, du coup, je vais le mettre en vidéo. Je vais faire un test vraiment plus complet pour vous expliquer comment marche l'histogramme. C'est une bonne question en tout cas et merci de l'avoir posée parce que du coup, je vais pouvoir faire un tuto là-dessus aussi. D'accord? Si par exemple, on prend un histogramme d'un brouillard, eh ben, un brouillard, ça va être juste un truc comme ça, tu vas avoir un trait comme ça, alors il va être à gauche ou à droite selon la luminosité que toi tu vas régler avec ton ouverture, temps de pause et ISO, on est bien d'accord. Mais en gros ça va être blanc comme ça, pourquoi? Parce qu'en fait tout a à peu près la même luminosité, c'est gris quoi, alors, il n'y a pas de très clair, il n'y a pas de très sombre, mais tout est à peu près de la même luminosité. Du coup tout est empilé les uns sur les autres, je disais la hauteur, c'est la quantité d'informations que j'ai pour cette luminosité là, alors que la largeur c'est ce qu'il y a sombre ou clair en fait à droite ou à gauche. D'accord? Donc voilà, je te ferai un tuto là-dessus, promis, du coup je vais mettre le tuto écrit en vidéo, et comme en vidéo on peut expliquer plus et plus longtemps, puisque du coup on peut dire plus de choses que par écrit, à peu près, je vous dis comme ça, une minute de vidéo, c'est à peu près une page. Donc vous voyez mes tutos qui durent 20 minutes, une demi-heure, je vous laisse expliquer ce que ça ferait par page, c'est pour ça que c'est plus facile par vidéo. Promis, je te ferai une vidéo sur l'histogramme. D'accord? J'espère que tu as un peu compris. À gauche, c'est les tons sombres, à droite, c'est les tons clairs. Le mieux, c'est d'essayer de plus équilibrer. Après, ça dépend du type de photo que tu veux faire. Contre-jour, tu auras un U. En brouillard, tu auras un trait comme ça. Le Loki, tu auras vraiment plus calé à gauche, puisqu'en gros, tu vas essayer de faire vraiment les choses calées à gauche. Si je monte par rapport à toi à gauche, là, par là. Si jamais tu es en Aiki, en fait, c'est plus à droite, comme ça. Par contre, un paysage, c'est d'essayer d'avoir le plus large possible pour avoir un maximum de contraste, et du coup, sans toucher à gauche et à droite, ça veut dire que tu t'es levé à la bonne heure. Sinon, en fait, c'est que tu t'es levé trop tard pour avoir. Et si jamais tu dois choisir, vaut mieux caler à droite, comme je montre dans ce tutoriel où je peux récupérer énormément, plutôt que de caler à gauche, contrairement à ce que disent certains, puisque du coup, en fait, vous regardez cette vidéo-là et vous verrez que du coup, en surexposant, ça donne un truc complètement dégueulasse, alors que celle où je cale à droite et que je peux récupérer énormément de choses à la fin. Donc c'est mieux de caler à droite. Pourquoi ils disent à gauche? Parce qu'en argentique, il fallait faire l'inverse. Il valait mieux sous-exposer ma photo que de la surexposer. Si je la sous-exposais, je gardais la matière sur ma pellicule. Par contre, si je la surexposais, du coup, ça devenait blanc, donc je perdais la matière. Et une fois que c'était sous-exposé, c'est pas grave. Contrairement à ce que les gens pensent déjà, le numérique a atteint tout juste la qualité de l'argentique. Maintenant, avec le D810, avec les nouveaux 5D qui viennent de sortir, on a tout juste ce que faisait l'argentique. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas les bas de gamme, c'est vraiment les hauts de gamme. Et ensuite après, en plus très moderne. Et ensuite après, le truc c'est que si je sous-exposais ma photo, je pouvais récupérer énormément. En numérique, c'est moins possible. Du coup, par exemple, quand j'exposais le négatif vers le fixateur, je laissais exposer plus longtemps et je pouvais récupérer. Même si la lumière mettait plus de temps à passer à travers la matière qui était plus sombre que ce qu'il aurait dû être, ça passait. Par contre, surexposé, non, le négatif était blanc, je ne pouvais plus rien récupérer derrière. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé un peu là-dessus et promis, je te ferai un tuto là-dessus en vidéo plutôt qu'en écrit. Là, c'est juste une vidéo pour répondre à tous et je reprendrai sans doute, comme je ferai pour les autres, ta vidéo au départ pour dire qui m'a donné l'idée et c'est une très très bonne question. Merci de l'avoir posée en tout cas. La dernière question est un peu différente, elle nous vient de Nathan, j'ai adoré ta vidéo, merci Nathan, la voici. Salut, alors je me présente, je m'appelle Nathan, j'ai 15 ans et je commence la photographie donc avec un Canon EOS 600D, donc c'est avec quoi je filme pour l'instant là. Et en fait ma question c'était à quel âge t'as commencé et avec quoi t'as commencé la photographie. Allez, salut.
Alors Nathan, merci pour ton dynamisme et c'est génial d'utiliser justement ton réflexe pour filmer, c'est absolument génial. Tu vois que même les entrées de gamme au niveau des réflexes font des très très bonnes vidéos. Alors avec quoi j'ai commencé? T'es vache de me poser cette question-là, parce que ça me rajeunit pas déjà. T'étais pas né, hein, loin de là. L'appareil que j'ai utilisé était pratiquement aussi vieux que moi. Alors pour te donner un ordre d'idée, que t'étais vraiment beaucoup plus jeune que mon appareil. C'était un Nikorma, ça s'appelait comme ça, FT2. Oui, je sais. J'ai commencé chez Nikon. Et alors? C'était les Nikon avant, c'est vrai que maintenant je suis chez Canon, mais c'est vrai que c'était les Nikon, les Nikorma FT2. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est ce que mes parents avaient dans leur bagage en fait. Mes parents avaient ça. À quel âge j'ai commencé? Très jeune en fait, je vais avoir à peu près 15 ans, 15-16 ans à peu près quand j'ai commencé à le balader un peu partout. La différence c'est que c'est vrai qu'on prenait moins de photos que maintenant, pour la bonne raison c'est que ça coûtait plus cher. L'autre inconvénient c'est que pour apprendre c'était plus dur. Parce que en fait, quand tu prenais une photo, tu voyais pas au cul de ton appareil. Je sais que toi, pour toi, je parle de la préhistoire là, mais en gros, tu voyais pas du tout à l'arrière de ton appareil photo ce que tu avais fait. Du coup, j'avais un petit carnet où je notais les réglages quand j'apprenais au départ, parce que effectivement, quand je développais la photo et que je les avais 8 jours avant, après du moins, bah, il fallait que je sache dessus quel réglage j'avais fait et pourquoi il y a cette erreur là, pourquoi j'avais pas pu récupérer derrière. Alors déjà, le premier truc, c'est que pendant un an, et ça, je te conseille un truc de le faire, c'est que pendant un an, en fait, j'avais qu'un 50 mm. Alors, je te renvoie vers la vidéo là où j'explique comment former votre œil de photographe et entre autres, j'explique pourquoi j'avais qu'un 50 mm et c'est vraiment quelque chose de génial. Quand tu es loin, tu vois une statue qui est un peu élevée, tu peux zoomer, dézoomer, du coup, tu gardes un angle assez plat. Si par contre, t'as qu'un 50 mm, tu es obligé de te rapprocher, donc tu as un angle assez aigu. Et du coup, je sais pas, si tu prends la statue de Louis XIV qui est dans la cour Napoléon du Louvre, eh ben en fait, de loin, c'est bien, tu vois la statue, mais de près, tu vois les narines du cheval, c'est pas terrible. Donc du coup, tu es obligé de chercher pour trouver un autre angle. Et le seul but, c'était ça. Donc le but, c'était d'avoir un seul objectif. Donc tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas de 50 mm, c'est pas grave. Cale ton objectif sur 50 ou 35 mm. Ça, je te renvoie vers l'APN et l'APS-C pour comprendre. Mais va sur 50 ou 35 mm et tu vas voir que du coup, en fait, ça va t'obliger à chercher. Fais des séances une fois de temps en temps comme ça et tu vas voir que ça va t'obliger à chercher. Mais je te renvoie vers cette vidéo-là où j'explique comment former votre œil de photographe, tu vas voir, c'est pas mal. Donc oui, j'ai commencé il y a longtemps, très longtemps, il y a 15 ans. Pour ceux que ça intéresserait, j'ai 44 ans, donc ça fait quelques années maintenant que j'ai commencé la photo sur un Nikorma, je te dis FT2, Nikorma FT2, donc c'est un vieux truc hein, maintenant, mais c'était un très bon appareil déjà, moi je trouvais très très bon appareil déjà. Après, je suis pas très mélancolique, donc du coup, je garde pas les trucs dont je me sers pas à côté. C'est pour ça que je peux pas te le montrer là. Ensuite, après en numérique, je suis passé. Alors, c'était le début du numérique puisque ça a commencé. T'étais même pas né, je crois. Je pense pas que tu étais né. C'est il y a 17-18 ans. Donc oui, non, t'étais pas né. Il y a 17-18 ans. Et le truc, c'est que j'ai commencé avec un vieux truc. C'était un 300D de chez Canon. Donc j'ai commencé chez Canon en numérique. Et c'est vrai que par rapport à aujourd'hui, les photos, c'était pas ça quoi. La plage dynamique était très courte, du coup on avait tout de suite des trucs très contrastés, les couleurs étaient pas belles, c'était vraiment pas beau. Ensuite après je suis passé très vite au 350 et au 5D, tout de suite derrière j'ai eu mon vieux 5D déjà à la base, il y a 10 ans de ça, plus de 10 ans de ça, et après j'ai pris le 5D Mark II, puis le 5D Mark III, je suis assez fidèle sur le 5D maintenant, c'était vraiment un bon appareil je trouve, le 5D est vraiment bien. Après attention, hein, Nikon, Canon, Pentax, Sony font des très bons appareils tous, d'accord, il n'y a pas de dilemme là-dessus. Et ben voilà comment j'ai développé ça, c'est très simple, en fait je suis à la base, je suis dans l'ingénierie informatique. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai voyagé dans le monde entier pendant plus de 15 ans sans jamais poser ma valise. C'est-à-dire que j'ai fait mon calcul quand j'ai voulu changer de métier. C'est très simple, c'est que j'ai fait en moyenne à peine un mois par an en France, vacances comprises. C'est-à-dire, en gros, c'est surtout pendant mes vacances que je profitais de ma famille, évidemment, que je voyais. C'est donc quand mes potes m'appelaient, c'était « t'es en transit où là en ce moment ?» Et donc j'ai fait... l'Australie, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique, les États-Unis, enfin bref. Il y a surtout l'Amérique du Sud que j'ai moins fait et ça me manque vraiment parce que franchement, c'est des cultures que j'aime beaucoup et il faudra que j'y aille plus. Peut-être faire un reportage là-dessus, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc voilà comment j'ai commencé. Ensuite après, le truc c'est que j'ai voulu changer de métier pour la bonne raison, c'est que les gens vont rire quand je dis ça, mais je vous promets, je vous jure que c'est vrai. C'est que les quelques premières secondes que vous savez, quand vous vous réveillez, que vous n'avez pas encore ouvert les yeux, et ben ma première question, je voyageais tellement, c'était je suis où là? Je vous jure que c'est vrai, j'étais complètement paumé. Et un jour je suis rentré à Roissy et je suis monté dans le taxi et le taxi me dit on va où? Et là j'ai dit je vois bien où c'est, mais je connais plus l'adresse. Et je me suis dit, Benoît, tu connais même plus ton adresse, tu vois plus personne non plus parce que je voyage tout le temps. Et même si c'est génial, j'ai rencontré des gens
géniaux partout au Canada, j'adore les Canadiens, les Irlandais, je les adore. Au Moyen-Orient, quand tu dis à ta famille, tu vas en Iran pendant 6 mois, ils paniquent total, alors que les Iraniens sont vraiment des gens magnifiques. C'est vraiment beau, faut pas croire ce qu'on voit à la télé. Faut pas résumer un pays à son gouvernement. Mais du coup, les gens se bloquent et vont pas voir les pays. Allez voir les pays, franchement. Et du coup, là-bas, tu vois des gens superbes, tu vois des paysages superbes. L'Iran, par exemple, c'est la plus vieille culture au monde, pour vous dire. Mais partout, tu vas en Turquie, tu vas en Tunisie, tu vas en Égypte, tu vas au Maroc, tu vas en Irlande, en Finlande, tu vas en Tchétchénie, tu vas, je sais pas, tu vas au Pakistan, tu vas, là je vous dis les pays où j'étais, tu vas, je sais pas, en Suède, tu vas en Allemagne, tu vas en Espagne, en Portugal, en Italie, enfin bref, Rome c'est un musée, c'est une ville, c'est pas une ville, c'est un musée. Venise, enfin voilà, toutes ces villes-là, Dublin, Cork, enfin pour citer que Londres, New York, San Francisco, enfin bref, il y a des milliards de villes à voir au monde. Milliards, c'est peut-être beaucoup, millions on va dire, à ville. Et du coup, c'est ça qui m'a donné vraiment la photo. C'est pour ça que je t'en parle, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire de la photo. Merci Nathan pour ta question, franchement, et puis ton dynamisme sur la vidéo. Franchement, si tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas, reste aussi dynamique que ça, c'est vraiment bien, c'est génial. Dessus, la lumière, génial, juste un truc, éteins la télé. La prochaine fois, on l'entend en fond, mais sinon, vraiment génial, la lumière est vraiment bien, ton dynamisme et tout. Je pense que tu pourrais faire des vidéos assez rapidement. Je pense que, voilà, si je sais pas dans quel secteur tu es, tu me réponds pas par vidéo, tu m'envoies dans ces cas-là un mail si tu veux me dire. Si un jour je peux faire un truc avec toi, bah écoute, on le fera ensemble, il n'y a pas de problème. Généralement, le talent n'attend pas l'âge. Voilà, te dis pas que, ouais, c'est cool, il va falloir que j'ai 30 ans ou 30 ans d'expérience pour faire ça. Non, 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 je te rassure, tu peux y arriver bien plus vite que ça. Le seul truc, c'est ça, c'est que maintenant en numérique, on peut s'entraîner énormément, contrairement à l'argentique, et ça, c'est bien, ça, c'est vachement bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens comme d'autres que moi sur YouTube, et moi aussi, évidemment, sur YouTube, on essaye justement de vulgariser la vidéo et la photo du moins, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, aujourd'hui, on peut progresser beaucoup plus vite. Donc, te décourage pas, Nathan, tu peux y arriver très rapidement. Tu as déjà un très bon appareil entre les mains. Serre-toi-en déjà au maximum, mais je pense que tu peux faire quelque chose de bien. En tout cas, tu as le dynamisme pour le faire. Ça, j'ai beaucoup aimé ta vidéo, c'est vraiment bien. Continue comme ça, si tu as d'autres vidéos à m'envoyer. Pose les questions, il n'y a pas de souci, et on verra. Tu m'envoies en off derrière, par où tu habites, comme ça si un jour je passe dans ton coin, je te répondrai. Tous ceux qui ont fait des vidéos aujourd'hui, pareil, je vous encourage à me le faire. C'est-à-dire tous ceux à qui j'ai répondu là aujourd'hui, envoyez-moi en off les régions vers lesquelles vous êtes à peu près. Et je vous promets que si jamais je passe dans votre région, vu que vous m'avez envoyé, alors en Guadeloupe, je suis désolé Guy, ça va être un peu plus dur, mais, mais promis, si un jour je vais en Guadeloupe, en tout cas, je ne manquerai pas de t'appeler. Je t'envoyer un mail avant, promis, pour voir si on peut se voir. Tous ceux qui ont envoyé des vidéos, promis, j'essaierai de vous voir si je passe dans vos régions. C'est pas des paroles en l'air. Si vous m'avez posé des questions en écrit, je peux comprendre. Vous êtes plus timide, vous avez du mal à vous mettre devant, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je critique pas du tout le fait que vous posiez par écrit. Juste le seul truc, voilà, je trouvais ça cool, je suis la seule chaîne en fait qui va proposer ça pour l'instant en tout cas, ce que les gens posent en vidéo, c'est vraiment bien, je parle au niveau de la photo hein, évidemment, donc ça c'est vraiment cool, c'est un truc que j'aime bien, ça m'est venu comme ça en plus, voilà, en regardant d'autres trucs, et je me suis dit mais c'est vrai que ce serait cool de le faire, donc promis, j'essaierai de vous voir si je passe dans vos régions, et inscrivez-vous à la newsletter pour être au courant de tout ce que je peux faire à côté. Merci pour le t-shirt Guillaume, hein, c'est vraiment bien, super cool. Et puis merci de ta fidélité, merci de votre fidélité à tous. D'ailleurs tous ceux qui ont posé les vidéos là, généralement c'est des gens qui me suivent depuis pas mal de temps je pense. Et c'est vraiment cool de vous voir enfin en vrai. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien cette vidéo là. Mais promis, du coup vous m'avez donné beaucoup de thèmes pour les prochains cours. Je vous en remercie beaucoup et je vous en remercierai quand je ferai les cours puisque je remettrai vos vidéos au départ pour dire à qui je réponds et ceux qui m'ont donné l'idée, promis à tous. Envoyez-moi vos vidéos sur vos prochaines vidéos, pareil, vos prochaines questions là-dessus. Et promis, du coup, là, j'ai quelques thèmes déjà à développer pendant l'été, pas mal. Au niveau du flash, hein, surtout, apparemment, ça vous tracasse pas mal. C'est vrai que j'en ai pas fait. Je sais que certains à côté en ont sorti déjà, même en cours en ligne. Mais voilà, je le ferai à ma façon, comme d'habitude, en essayant d'être le plus simple possible pour être compris par tout le monde. Ok ? Donc voilà, une petite vidéo et promis, tous ces thèmes-là, l'histogramme, le flash, Garifon, promis, je vais développer ça dans des vidéos cet été. Je vous le dois parce que vous êtes super cool de m'avoir envoyé ça en vidéo, c'est vraiment très bien. Les autres, continuez, faites pareil, vous voyez, il y a tout âge à côté, c'est vraiment super génial. N'hésitez pas à poster vos questions en vidéo, elles recevront une réponse. Et les questions, évidemment, ceux qui ont posté par écrit, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas, il n'y a pas de souci, je prends aussi note de tout ça. J'essaierai sans doute d'y répondre dans une autre vidéo aussi à côté. Le truc, voilà, je voulais juste lancer le truc vidéo, je trouvais ça vraiment cool.
à côté. Mais promis, je comprends tout à fait que vous n'ayez pas envie de vous mettre devant votre caméra, voilà. Mais franchement, vous avez vu, c'est cool. Je rencontre enfin mes fans en vrai, on va dire, enfin en vrai, virtuel, mais on va dire, je les vois en vrai dessus. Donc ça, c'est super cool. Ok. Alors, n'hésitez pas à poster vos questions là avec vos vidéos, c'est vraiment cool. Et puis, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien, faites de belles photos. Bye. Ah, ouf. C'est dur de vieillir. Tu verras Nathan quand tu seras vieux.